Bonsoir tout le monde, merci et merci toujours à Phobie Zéro quand on fait une conférence au Douglas ou n'importe où, ça nous coûte énormément d'argent puis on a une salle moitié pleine. Avec Phobie Zéro, je donne mon nom puis la date puis la salle est toujours pleine. C'est grâce à l'organisme de Phobie Zéro et c'est grâce à eux aussi que j'ai décidé de joindre à eux parce que écoutez, il y a des professionnels qui travaillent dans un certain domaine et on parle de la première ligne, les médecins de famille, les professionnels en bureau. Deuxième ligne, c'est des hôpitaux plus spécialisés. La réalité, c'est que la première ligne, vraiment, c'est le grand public. C'est quand on tape anxiété, on trouve toujours Phobie Zéro, on trouve des organismes comme ça, l'information, des groupes d'entraide. Donc, pour moi, c'est important de soutenir ces groupes. C'est nos partenaires, parce qu'il y a tellement de gens qui souffrent des troubles anxieux que c'est pas toujours en allant voir un professionnel que vous allez vous en sortir. C'est des fois juste de comprendre ça. Et pour moi, l'anxiété est quelque chose qui, parmi toutes les difficultés, l'anxiété est quelque chose qui cause énormément de souffrance et quelque chose de très sérieux, mais en même temps n'est pas sérieux du tout. Ça dépend qu'est-ce que vous croyez, comment vous voyez. Donc, tant que vous croyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous allez souffrir énormément. Si vous voyez que c'est juste de l'anxiété, vous êtes capable de le voir de l'extérieur, c'est moins accaparant, évidemment. Mais l'anxiété est quelque chose qui est très traitable et très prévenable. Donc, c'est pour cette raison que parmi toutes les difficultés, celui qui répond mieux à des efforts de prévention, de l'information, c'est les troubles anxieux. Donc, voilà pourquoi on travaille avec des groupes comme Phobie Zéro pour démystifier, expliquer tout ça. Donc, aujourd'hui, la conférence va focuser beaucoup sur l'anxiété même. Excuse-moi, ça a coupé. Et je ne vais pas parler trop de diagnostic et de problèmes. Je vais parler de... Ça coupe de temps en temps. Est-ce que ça va? Donc, je vais vous conter des histoires. On va prendre une pause dans une heure à peu près à 9h moins 20. On va prendre une pause de 15-20 minutes. On va revenir de 9h à 9h30. Probablement, je n'aurai pas fini ma conférence parce que je raconte trop d'histoires. Mais je vais finir, puis on va avoir une période de questions de, j'espère, 15-20 minutes. Ça va? Donc, commençons par certains constats. Pourquoi nous avons l'anxiété? Parce que l'anxiété, c'est comme la douleur. La douleur physique, est-ce qu'il y a des gens qui vivent beaucoup d'anxiété ici? Non? Tout le monde ment. Le reste sont en train de mentir parce qu'on vit tous beaucoup d'anxiété. Donc, l'anxiété, ce n'est pas quelque chose d'anormal. Il y a des gens qui vivent plus d'anxiété que d'autres, mais la réalité, c'est qu'on a tous besoin de l'anxiété. On va en parler de ça. Mais l'analogie que je fais, c'est la douleur. La douleur, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Il y a toujours quelques-uns qui aiment ça, mais généralement, on n'aime pas la douleur. Mais pourquoi on a ça? S'il fait moins 30 dehors, le corps reconnaît qu'il y a un problème et le corps dit « faites quelque chose ». Et tant que vous me ressentez, vous êtes encore en danger. Donc, je protège mes mains, je rentre dedans, puis je me réchauffe jusqu'à temps que j'ai plus de douleur. Ça veut dire que mon corps dit « tant que je suis là, il y a un problème ». Donc, agis jusqu'à temps que je ne suis plus là. Et l'anxiété fait la même chose. L'anxiété, c'est l'équivalent psychologique qui nous protège, c'est-à-dire que ça nous pousse à fuir ou à se défendre. Il y a un lion qui s'approche, on va courir. Et s'il n'y a pas de place à courir, on est prêt, on va se virer de bord, on va prendre une branche, une roche, n'importe quoi. Et tous les animaux font ça. L'écureuil pris dans votre patio ou quelque chose va faire la même affaire. Même une mouche va fuir quand on s'approche. Donc, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Vous êtes dans la forêt, vous voyez ça, vous allez y agir. Sinon, vous allez être peut-être le dîner de l'ours. Okay?
Donc, première leçon, c'est bien d'être anxieux. Parce que l'anxiété nous protège contre un danger. C'est aussi simple que ça. Alors, l'anxiété n'est pas votre ennemi. L'anxiété est votre allié. C'est question de comprendre essentiellement ça. Donc, est-ce que c'est bon ou mauvais? C'est bon. C'est bon? Sauf que c'est pas toujours bon, hein? Mettons quelqu'un qui conduit. Quand on conduit, si j'ai pas assez d'anxiété, comment je vais conduire? Plus vite. Pourquoi vérifier mes freins? Pourquoi même mettre les pneus d'hiver? Est-ce que je vais checker un bruit qui est là? Je rentre dans l'auto de mon auto, ça me fait, excuse-moi, de mon fils, ça me fait paniquer. Parce que les freins vont jusqu'au fond, les pneus sont tous usés, tout le reste. Là, il n'y a pas assez d'anxiété, c'est clair. Donc, pas assez d'anxiété, on roule vite, on roule, il neige. Je revenais de Toronto avec ma fille en février. Je roulais à 40 km/h, 50 km/h et j'étais nerveux parce que ça glissait. Il y avait des camions dans les fossés, des autos dans les fossés, il y avait toutes sortes, j'ai vu au moins une vingtaine d'autos. J'ai vu aussi les tracts de pneus des autos qui ont presque rentré. Il y avait des gens qui me dépassaient à 130, 120, 130 comme n'avait rien. Évidemment, l'autoroute était fermée plus tard, donc probablement un de ces gens. Donc, c'est bien d'avoir de l'anxiété. Un peu d'anxiété, on ralentit, on fait attention quand il neige, on fait attention à nos pneus, à la vitesse, on essaie de respecter les vitesses. Mais trop d'anxiété, et soudainement, on fait quoi? On reste chez nous. C'est la même chose pour la santé, c'est-à-dire que quelqu'un qui est très anxieux, quelqu'un qui n'est pas du tout anxieux, va fumer, va faire pas de l'exercice, va manger poutine pour dîner, hamburger, déjeuner, etc. Va voir le médecin, ne s'inquiète pas pour sa santé et est probablement moins probable qu'il va vivre longtemps. Quelqu'un qui s'inquiète va aller voir son médecin, va faire attention à son poids, va faire de l'exercice, va essayer de manger mieux, etc. Quelqu'un qui est trop anxieux, il y en a pas mal de gens ici qui sont trop anxieux pour la santé. On passe le temps sur l'Internet, essayer de trouver des réponses, on check, on s'inquiète. Donc, on va presque gâcher la vie qu'on veut protéger. Donc, la leçon ici, c'est simple, que aucune anxiété, c'est pas bon, un peu d'anxiété, c'est bon, et trop d'anxiété, c'est pas si bon. Ça veut dire que le but de gérer l'anxiété, c'est de ne pas l'éliminer, c'est de le mettre en perspective, d'avoir un peu d'anxiété, c'est pas l'ennemi. C'est de comprendre que c'est une question de degré. C'est bien de faire attention, mais quand vous êtes trop préoccupé par ça, quand vous essayez trop de contrôler l'anxiété, vous devenez emprisonné par vos efforts. On va en parler de ça. Donc, un autre exemple, très simple, si vous allez sur un tapis roulant, vous faites l'exercice, vous êtes en retard pour le travail, vous courez après l'autobus, comment votre corps va réagir? Avec beaucoup de réactions, essoufflement, les débattements du cœur, etc. Vous allez suer, vous allez avoir plein de réactions physiques, n'est-ce pas? Est-ce que vous allez vous inquiéter? Alors, votre corps réagit fortement, n'est-ce pas? Le corps réagit fortement, et quand vous arrêtez de faire l'exercice, qu'est-ce qui va arriver? Le corps va se calmer, n'est-ce pas? C'est-à-dire le corps réagit fortement parce qu'on fait de l'exercice, on court, on fait du vélo, on fait du jogging, on court après l'autobus, on monte l'escalier, boum, le corps réagit, on arrive à notre fin, on arrête, on s'assoit, le corps se calme. Ça prend combien de temps?
Pas longtemps, hein? Ça prend une minute ou deux. Et en plus, qu'est-ce qu'on fait durant ce minute ou deux? On ne fait rien. Tout seul, le corps se rétablit. Tout seul. Donc, le corps réagit fortement, mais normalement, ça c'est important, le corps se calme tout seul sans qu'on ne fait rien. Et si je me trompe dans la langue, il n'y a personne qui a traduit ça, j'ai écrit ça, donc si les phrases sont un peu... Maintenant, si quelqu'un lance une grenade dans la pièce ici, au milieu, comment allez-vous réagir? On sortir en courant. Je vais me lancer sur la grenade pour tout vous protéger. Faites-vous entendre. Mais la réalité, c'est que tout le monde va freaker, n'est-ce pas? Tout le monde va freaker. C'est une réaction tout à fait normale. Des palpitations, la panique totale. Est-ce qu'il y a une personne ici qui va dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui arrive à mon corps? Pas du tout. Parce que c'est normal. C'est-à-dire, quand vous êtes face à une menace grave, votre corps réagit normalement et fortement. Mais, imaginez le suivant. Vous entendez un bruit dans votre sous-sol, comme la fenêtre ouvre. Vous allez freaker. Encore, c'est normal que vous allez freaker. OK? Là, vous voyez que c'est votre fils qui a oublié ses clés et vous ne voulez pas déranger personne, penser que vous étiez endormi, donc le fils monte l'escalier. Oh non, excuse-moi, c'était moi, j'ai oublié mes clés. OK. Pensez à votre corps durant cette expérience-là. Le corps réagit fortement. Là, maintenant, il n'y a plus de cambrioleurs dans le sous-sol. Et qu'est-ce qui arrive? Vous vous calmez. Ça prend un peu de temps, mais graduellement, normalement, le corps se calme. Qu'est-ce que vous faites pour vous calmer? Rien. Okay? Ça, c'est important. Donc, le corps réagit très fortement, mais c'est tout à fait normal, et le corps se calme tout seul sans qu'on fait absolument rien. Une autre leçon très importante à retenir. Okay? Maintenant, on va retourner dans le forêt. Imaginez le photo de l'ours. Okay? Là, vous êtes en campagne, vous allez chercher des petits fruits, vous avez un peu faim, vous allez voir qu'est-ce qu'il y en a. Et vous rentrez dans le forêt. Et vous voyez, à un moment donné, vous entendez les feuilles bouger, vous voyez les feuilles bouger. Et là, vous voyez le nez d'un ours qui commence à sniffer un petit peu. Il ne vous voit pas, heureusement. Il ne vous voit pas, mais vous êtes en panique totale, n'est-ce pas? C'est normal. Là, vous arrivez chez vous, dans le chalet, vous vous calmez. Encore, sans rien faire, juste attendez. Vous n'êtes plus en danger. Le corps réagit. Le corps se calme. Ah. Bon. Le lendemain, vous avez encore faim. Le lendemain, il faut que je rentre, il faut que je trouve quelque chose à manger. Donc, là, vous rentrez une autre fois dans le forêt. Comment allez-vous réagir? Comme ça, hein? Vous allez être hyper vigilant. Le mot est hyper vigilant. Vous allez être tellement focusé sur qu'est-ce qui va arriver. Et là, vous voyez quelques feuilles bouger. Vous allez paniquer, n'est-ce pas? Sauf que cette fois-là, c'est peut-être juste le vent qui fait bouger les feuilles. Ou un écureuil ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire, c'est tout à fait normal, mais les feuilles vont vous faire paniquer. Donc, la leçon ici, c'est que le corps réagit normalement face à un ours. Mais nous devenons hyper vigilants
Et nous réagissons à presque tout, comme les feuilles qui bougent, même si c'est tout à fait normal. N'est-ce pas? Ça, c'est essentiellement la peur d'avoir peur. Là, vous allez paniquer. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de vivre une crise cardiaque. OK? Je vous ai montré le grenade. Grenade dans la salle, vous allez paniquer. C'est tout à fait normal. En effet, si vous ne paniquez pas, vous n'êtes pas normal. Donc là, on remplace le grenade avec une pensée. La pensée que vous êtes en train de vivre une crise cardiaque. Vous avez, mettons, une palpitation ou quelque chose, et vous dites, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que c'est une crise cardiaque? C'est quoi une réaction normale à ça? Panique totale. Là, vous êtes en crise, oh mon Dieu, vous allez à l'urgence. Sauvez-moi, au secours, les médecins vous vérifient, vous attachent, vous êtes toutes sortes de choses, et finalement dire, il n'y a rien là, vous êtes tout à fait normal, c'est juste une attaque de panique. Donc, vous allez sortir de l'urgence avec un diagnostic d'une attaque de panique. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont vécu ça? Wow! OK, maintenant, vous sortez, vous avez deux façons de le voir. Soit vous ne croyez pas les médecins, donc j'ai des problèmes cardiaques, et le médecin ne me prend pas au sérieux, il a manqué quelque chose, donc vous êtes encore en train de vivre des problèmes physiques graves, et il faut paniquer si vous avez un problème physique, c'est normal. Okay? L'autre option, c'est que vous croyez les médecins, c'est juste une attaque de panique. Mais mon Dieu, c'était l'enfer. C'était l'enfer. Donc là, je ne veux plus vivre ça une autre fois. C'est tellement d'enfer, je ne veux plus vivre ça. Donc là, vous faites quoi, là? Là, vous êtes hyper vigilant à votre corps. Okay? Vous êtes face, pas aux forêts, mais vous êtes face à votre réaction physique. Et là, maintenant, une petite feuille qui bouge. Une petite réaction de n'importe quoi. Ça s'en vient. Bon, là, vous avez peur d'une attaque de panique. Donc, comment le corps réagit face à une menace? Avec de l'anxiété. Donc, si l'anxiété est menaçante, l'anxiété crée de l'anxiété. Et ça monte, et ça monte, et ça monte, comme ça. Okay? Mon Dieu, ça ne peut pas être normal parce que ça vient de nulle part. Oui, c'est normal. Ça vient de la peur d'avoir peur. Donc, la peur d'avoir peur, c'est comme deux alarmes. Imaginez le suivant. Parce que le corps est fait pour réagir quand il y a quelque chose de menaçant. On est fait comme ça. Alors, imagine que vous allez chez Renault Dépôt et vous voyez qu'il y a une vente spéciale sur une alarme, un système d'alarme. Et vous dites, c'est pas cher. Un système très intéressant. C'est un système qui sonne quand il y a un bruit dans la maison. C'est-à-dire, si quelqu'un brise une fenêtre ou une porte, l'alarme va sonner. Et ça sonne plus fort que le bruit parce que il faut qu'on entende l'alarme. Donc, c'est simple que ça. En même temps, votre époux ou épouse s'en va à un autre Renault Dépôt pour chercher des batteries ou quelque chose et voit la même vente, décide d'acheter la même alarme. Vous arrivez chez vous à différents moments, vous installez l'alarme, c'est très simple, vous la laissez là. L'autre personne arrive, met une alarme ailleurs dans la maison. Et là, vous mangez, vous faites la vaisselle, vous échappez un verre. Qu'est-ce qui arrive maintenant? L'alarme que vous avez installée commence à sonner. C'est normal. Sauf que la deuxième alarme entend la première alarme. Elle doit sonner plus fort que la première alarme parce que c'est programmé de sonner plus fort que le bruit. Sauf que le premier alarme entend le deuxième alarme qui sonne plus fort, donc augmente le volume. Et les deux alarmes, une sonne plus fort que l'autre, bang, 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 puis ça va c'est très tranquille, à une cacophonie tout de suite.
Comme ça. Donc, c'est un peu ça qui arrive durant une crise de panique. C'est-à-dire, on commence à réagir un petit peu, il y a quelque chose qui déclenche, une petite niaiserie, un rien, et soudainement, oh, qu'est-ce qui m'arrive? Et là, je commence à avoir de l'anxiété, mais l'anxiété me donne des symptômes que j'interprète comme, oh mon Dieu, il y a quelque chose qui s'en vient, donc j'ai plus d'anxiété parce que j'ai peur de l'avoir. Donc, bang, et ça vient très rapidement. Les gens qui souffrent de trop panique, ils se reconnaissent très bien dans ces exemples, n'est-ce pas? Bon. Alors, si l'anxiété est une alarme face à un danger, comment réagit le corps si nous avons peur de paniquer? Comme le grenade, c'est normal de paniquer. La façon que je décris la panique, des fois, c'est une réaction normale à une interprétation anormale d'une réaction normale. OK? C'est-à-dire, mettons que j'ai une petite réaction, un petit n'importe quoi physique, une petite arythmie, qui est tout à fait normale. J'avais une madame dans mon bureau qui dit, ah, j'ai eu un diagnostic, j'ai mis un moniteur, puis ils m'ont donné un diagnostic d'arythmie bénin. Je dis, OK. Et plus tard, je dis, en passant, c'était quoi le deuxième mot dans ce diagnostic? Et ça, c'est important parce que ça semble grave, mais bénin veut dire c'est tout à fait normal. Et en effet, quand j'ai fait une recherche, une fois, on a mis des moniteurs parce qu'on mesurait le rythme cardiaque. Et le premier sujet, je pensais qu'il était en mauvaise santé parce que ça sautait un petit peu. Ça montait, ça descendait. C'était pas un rythme cardiaque normal. Et le prochain était comme ça, le troisième, finalement. Ça a pris 4 ou 5 personnes avant qu'il y avait une personne avec un rythme cardiaque normal. Parce qu'en effet, on est tous un peu comme ça. Ça monte, des fois ça descend, des fois ça boum boum, des fois ça arrête pour une seconde et ça recommence. Donc, tout ça pour dire que des fois on a une réaction normale, mais là on pense que c'est pas normal. Donc on croit qu'au lieu de dire c'est bénin, on croit que c'est un problème cardiaque. Ça, c'est l'interprétation anormale. Et là, suite à ça, on a une réaction normale. On va paniquer, ça c'est normal. Donc la panique, souvent, c'est une réaction tout à fait normale suite à une façon de voir des choses anormales, c'est-à-dire une interprétation dangereuse quand en effet ce n'est pas le cas. C'était normal. Donc, réaction normale à une interprétation anormale d'une réaction normale. C'est une façon de le voir. J'avais une madame dans mon bureau qui croyait que, bon, quand elle a des paniques, elle a la pression dans sa poitrine et l'engourdissement dans l'épaule gauche, numbness. Okay. Donc, ça veut dire quoi, ça? Donc, elle est en panique, elle a ses symptômes, puis elle se pose cette question. À qui elle pose cette question? À une personne qui est en train de paniquer, n'est-ce pas? Est-ce que la personne en train de paniquer va dire « Ah, fais-toi-en pas ». C'est-à-dire que pour elle, mon Dieu, mon père est décédé d'un problème cardiaque et moi j'ai ça, donc ça doit être ça. Et c'est vrai, son père est décédé d'un problème cardiaque. Là, dans mon bureau, j'ai dit, est-ce qu'on peut voir ça? Est-ce que... On regarde les faits. Okay? Elle a 39 ans. Elle pèse 115, 120 livres. Elle va au gym 3-4 fois par semaine. Elle mange aucun gras, presque. Elle voit le médecin régulièrement. Elle n'a pas de cholestérol, pas d'hypertension. Elle ne fume pas. Et en plus, durant 2 ou 3 de ces crises de panique, elle s'est ramassée à l'urgence
Puis ils l'ont mesuré, puis ils ont dit que vous avez un cœur tout à fait normal. Et en plus, son père avait un problème d'artère. Les artères se bloquent, mais pas du jour au lendemain. Ça prend des années et des années pour que ça arrive, et les médecins peuvent l'entendre. Donc, c'est visible. C'est comme le vieillissement ou les cheveux qui deviennent gris. C'est pas du jour au lendemain que ça arrive. Tout ça pour dire que elle a déjà eu pas mal de tests, plus que moi, qu'elle est en bonne santé. Et son père, en passant, oui, c'est vrai, il est décédé, mais il avait 78 ans, 79 ans, il pesait 300 plus livres, il fumait 2 paquets de cigarettes par jour, il mangeait que des cochonneries, du steak 3 fois par jour. Oui, il y a eu des problèmes, mais à cause de ça. Donc, quand elle voit ça, elle le sait. Rationnellement, elle le sait qu'elle est en bonne santé, mais quand elle est en anxiété, elle n'est pas capable de voir ça. Donc, le problème, c'est que durant une anxiété, durant une crise d'anxiété, elle se pose cette question-là. Elle demande la question à une personne anxieuse. Donc, je dis, peut-être que je devrais te poser une autre question. Pose-toi la question suivante. Suis-je en anxiété? Oui ou non? Si oui, attendez que vous puissiez voir mieux la réalité. Donc, est-ce que je suis en train d'être anxieux? Oui, alors j'attends. Et parce que l'anxiété monte, ça descend, ça monte, ça descend. Quand c'est descendu, c'est là qu'on pose la question. Là, on pose la question, est-ce que j'ai un problème cardiaque? Et c'est quoi l'évidence pour et contre? Et c'est clair que vous avez déjà été testé, vous n'avez aucun facteur de risque, vous mangez bien, vous faites l'exercice, vous avez 0 symptômes. Votre père, oui, mais il s'est presque suicidé avec sa façon de manger, fumer, tout le reste. Okay? C'est-à-dire qu'il y a comme 2 parties en nous. Il y a toujours la partie rationnelle et la partie émotionnelle. On a besoin des deux. Okay? Parce que les deux fonctionnent ensemble. Si je suis en danger, je n'ai pas le temps de calculer la meilleure route pour m'en sortir. Il faut que je commence à fuir, point final. Donc, l'anxiété dit « agis et agis maintenant ». Mais en même temps, des fois, il faut quand même planifier pour l'avenir et tout le reste. Donc, on a le cerveau, la logique qui est capable de manipuler, qui anticipe des choses. Écoute, quand j'ai faim, je veux manger maintenant. Et si j'attends que j'ai faim, qu'est-ce que je fais en hiver? Donc, la logique me dit, hey, il va manquer de la nourriture en hiver, donc prépare-toi, puis préserve des choses, etc. Donc, on a besoin des 2 parties. Mais des fois, les 2 sont en conflit. Et quand ils sont en conflit, généralement, c'est la logique qui est capable de reconnaître qu'est-ce qui est dans votre intérêt, dans votre meilleur intérêt. Donc, dans un cas comme ça, généralement, on n'est pas capable de vraiment voir clair quand on est anxieux. Donc, au lieu d'essayer de se calmer, ce que les gens font quand ils sont en train de freaker, ils essaient de se calmer. Ils essaient de se parler, de se raisonner, ils se questionnent, est-ce que j'ai quelque chose, est-ce que j'ai un cancer? Ils cherchent la réponse, non, ils veulent se convaincre qu'ils n'ont rien, mais ils sont en train de poser les questions à quelqu'un anxieux. C'est la personne qui est calme, qui est capable de voir plus clair. Donc, généralement, essayez de dire, je ne vois pas clair maintenant, je vais me calmer, et après ça, je dis, OK, là que je suis un peu plus calme, est-ce que je dois m'inquiéter vraiment? Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je sais est rationnel ici? Alors, voici un modèle d'anxiété importante. On voit un ours dans la forêt, un lion, n'importe quoi, un autobus qui s'en vient vers nous. Il y a un danger, on perçoit un danger. Comment est-ce que le corps réagit à un danger? Avec de l'anxiété. Et qu'est-ce que l'anxiété nous pousse à faire? Répondez. Protégez-vous. Faites quelque chose. Luttez, évitez, contrôlez. En effet, on cherche
Ah, maintenant tout est beau. Donc on fuit l'ours, on rentre dans le chalet, on barre la porte. Ah. Comme la douleur. On a froid, les mains froides, on rentre dans le chalet, on réchauffe. Ah, là on est bien. Okay? C'est ça qu'on cherche. L'anxiété nous pousse à chercher le ah. Et qu'est-ce qui arrive quand on fait ça? Ça confirme que, hey, prochaine fois que tu rentres dans la forêt, amène-toi un fusil. Okay? Et ça renforce l'idée que quelque chose est dangereux. Alors, regardez ce mécanisme. On est fait comme ça. On est fait pour apprendre que si je conduis vite, et il y a une courbe et c'est un peu mouillé, et je commence à déraper, wow! Mon Dieu, heureusement, je ne suis pas mort. Mais j'ai appris quoi? Et la prochaine fois, là, fais attention parce que ça glisse. Et si je rentre dans une forêt et je vois un ours, et je fuis, et là maintenant, j'ai appris que la prochaine fois, fais attention. Okay? C'est comme ça qu'on apprend. On est fait pour apprendre. Quand on fait face à un danger et on a réussi, on apprend que la prochaine fois, faites plus attention. Donc, c'est un mécanisme qui augmente la perception du danger parce que c'est une façon de dire, vous n'avez pas assez eu peur et vous êtes en danger, vous êtes mis en danger. Donc, la prochaine fois, ayez plus peur. Okay? Ça, c'est normal. N'oubliez pas ça. C'est normal quand on fait face à un vrai danger. Le problème dans tout ça, c'est que si le danger n'est pas réel, si c'est un danger imaginé ou exagéré, maintenant j'ai peur pas d'un ours, j'ai peur d'un ascenseur, ou j'ai peur du dentiste, ou j'ai peur du psychologue. Ou j'ai peur de faire un discours devant la classe. C'est-à-dire soit tout à fait imaginé ou des fois exagéré. Okay? Je vis de l'anxiété, donc j'ai peur de l'ascenseur, je vis de l'anxiété. L'anxiété me dit quoi? Prends l'escalier. Évite ça. Mais si je prends l'escalier, ça confirme que j'avais raison. Et là, ça augmente. Donc, le cercle, ça s'applique au danger imaginé. Non seulement au vrai danger, mais au danger imaginé. Alors, la peur se développe avec le temps. Souvent, les gens cherchent qu'est-ce que j'ai vécu pour me rendre comme ça. Et des fois, il y a une expérience importante, mais souvent, c'est des expériences graduelles, lentement, on commence à vivre ça. Et c'est parce que le plus qu'on contrôle, le plus qu'on évite, le plus qu'on cherche le « ah », le plus que ça nous pousse à le chercher la prochaine fois. Ça augmente la perception du danger. Donc, la menace grandit chaque fois. Si on agit comme c'est menaçante, le corps va vous convaincre que c'est plus menaçante encore. Okay? Et ça s'applique aux ascenseurs, aux serpents, aux ours, aux pensées, aux peurs de maladie, à tout, aux microbes, à n'importe quoi. Donc, d'où viennent ces peurs? Les gens me demandent tout le temps, comment ça se fait que j'ai ça? Est-ce que c'est mes parents? C'est tout le reste. Là. Bon. J'ai peut-être donné déjà ces exemples-là. Alors, si vous avez déjà entendu mes blagues et mes histoires, vous allez m'excuser. Si je sors de mon sac ici, vous ne saviez pas que j'ai un serpent. Attention là. Il va sortir le serpent et il va circuler entre les chaises. Dans toute la salle. Qui serait mal à l'aise avec ça?
OK. Je vais laisser le serpent dans le sac. J'ai une tarentule aussi avec moi, un gros araignée. Et si ça ne vous dérange pas, on va prendre chacun notre tour, on va le mettre sur notre épaule pour 1 minute chaque. On va avoir le temps de faire toute la salle. Qui serait mal à l'aise avec ça? OK. Alors, je vais vous donner un 3e choix. Il y a un four, il y a un gâteau dans le four. On va mettre nos gants et on va sortir le gâteau du four. Qui serait mal à l'aise avec ça? OK. Maintenant, j'aimerais que vous levez vos mains si ici vous avez été mordu par un serpent. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient piqués par des araignées venimeux? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont fait brûler dans un four ou un poêle? Ouais, il y a quelque chose là. Comment ça se fait qu'il y a pas mal de gens qui ont très peur des serpents, des araignées, sans vraiment que vous avez eu des expériences négatives? Tout le monde va dire, ah, c'est parce qu'on entend ça, puis non, c'est pas si compliqué que ça. Parce que vous êtes fait pour avoir ces peurs. Où est-ce qu'on a évolué nos instincts? On a évolué dans un monde naturel. Qu'est-ce qui existe dans le monde naturel qui est dangereux? Il n'y a pas de tour CN. Il n'y a pas d'ascenseur. Il y a des serpents, des araignées, il y a des animaux. On peut se perdre. Les hauteurs, est-ce qu'il y a une hauteur qui est sécuritaire? C'est des branches, des précipices. On peut se noyer, on peut se perdre. Donc, les gens ont toujours une caverne. Il n'y a pas de porte de sortie dans une caverne. On est pris là-dedans, là. Si un animal, un prédateur qui s'en vient, on est fait. Donc, on est obligé d'être vigilant et faire attention parce qu'il y a des serpents dangereux. Il y a des araignées dangereux. Il y a peu de... On n'a pas inventé le poil pour longtemps. Alors, on a évolué nos peurs dans un monde naturel et ça, c'est très important. Donc, les gens cherchent toujours à dire pourquoi, mais la réalité, c'est que nous sommes toutes faites pour ça. Un enfant, n'importe qui, prenez quelqu'un qui vient d'un pays primitif et on rentre au Canada puis on le met dans un ascenseur. Comment vous croyez il va réagir? C'est sûr qu'il va avoir j'aime pas ça. J'ai jamais vu que ça. Mettez n'importe quel animal dans un espace fermé, ils vont tous réagir, même les êtres humains. Pourquoi nous, on ne réagit pas tellement à ça, ou pourquoi la plupart ne réagissent pas à ça? Parce que quand on est jeune, là, on entre là-dedans, on tient la main de maman. Donc, elle nous dit, c'est pas grave, je suis avec toi, donc on s'habitue. Parce qu'on fait face à ces choses qui ne sont pas naturelles, mais avec le temps, on apprend que ce n'est pas dangereux, donc l'instinct ne nous contrôle pas. Mais les agoraphobes, tous les gens qui sont anxieux, on a à peu près tous les mêmes peurs. Les métros, les autoroutes, les ponts. Pourquoi? Parce qu'on peut être pris là, il n'y a pas de sortie, les ascenseurs. Discours public, on va en parler de ça aussi. Parce que des fois, il y a aussi le fait qu'un être humain n'a pas besoin juste de ne pas être mangé. Un être humain a besoin de trouver un autre être humain pour avoir des enfants avec, parce que l'espèce va survivre. Donc, on a les émotions aussi de culpabilité, d'amour et d'anxiété sociale, parce qu'il faut connecter avec d'autres personnes, sinon on ne serait plus là. Okay? Donc, tous les instincts, toutes les émotions qu'on vit sont là pour nous aider à vivre dans un monde naturel. Donc, nous sommes préprogrammés à approuver certaines peurs, les espaces clos, les hauteurs, les foules, poisons, etc. Si vous mangez, imaginez que vous mangez un champignon un soir, et c'est un champignon qui n'est pas un bon champignon. Et là, vous êtes en sueur, vous avez des convulsions,
vous vomissez, diarrhée, toutes sortes de choses, en douleur, en crampes, vous passez la nuit d'enfer. Le lendemain matin, vous dites, mon Dieu, qu'est-ce qui m'est arrivé hier soir? Je pense que c'est les champignons que j'ai mangés. Mais je ne suis pas certain. Je pense que je vais en manger encore ce soir, juste pour être certain. Vous savez que des fois, quand vous vomissez, là, une fois dans votre vie, vous n'allez jamais pu toucher cette nourriture. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'instinct qui dit « Hey, on ne prend pas de chance ici. » Dans la nature, si on est malade, on ne prend déjà jamais une deuxième chance. Donc, on a des instincts d'avoir certaines peurs. Alors, ça vient de ça, ça vient de notre nature humaine. OK? Maintenant, un autre facteur, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont plus qu'un enfant? Est-ce qu'ils sont pareils? Non. Pas du tout, hein? Et si vous n'avez pas d'enfants, avez-vous des frères ou sœurs? Est-ce que les autres, ils sont pareils comme vous? Non, hein? Il y a des similarités, mais pas mal de différences. Hein? Et si vous n'avez pas de frères ou sœurs ou d'enfants, vous avez des chats, peut-être les chats vont avoir des petits chats qui vont... Ils vont être très différents. Hein? Et vous voyez dans les enfants, il y a des enfants qui sont toujours souriants, des enfants qui ont l'air d'être sérieux, des enfants qui vont essayer de traverser le mur parce qu'ils ne vont pas arrêter à rien, ils sont des fonceurs, des têtes dures. Il y a des enfants qui posent 1001 questions et des enfants qui posent très peu de questions. Des enfants qui ont tendance d'avoir peur de tout et des enfants qui ont tendance d'avoir peur de très, très peu. Et ça, c'est le tempérament. Donc, veut pas, on est tous nés avec différentes grandeurs de nez, d'oreilles, des choses comme ça, de couleurs de yeux, de cheveux. On a aussi différents plis dans notre cerveau, et c'est dans ces plis-là qu'on a toutes les personnalités, les attitudes, les instincts, c'est tout là. Donc, on est tous différents. Et il y a des gens qui ont tendance d'avoir plus de peur que d'autres. Point final. Donc, beaucoup de l'anxiété vient du fait que tout le monde, tous les animaux ont de l'anxiété. Donc, il y a une partie qui est instinct naturel, mais il y a une partie qui vient de nous, qui est les variations normales. Donc, ne cherchez pas trop à blâmer vos parents, comme je dis, parce que moi, je n'ai pas choisi mon biologie, je n'ai pas choisi mon histoire, je suis là. Alors, quand même, l'expérience joue un rôle. Okay? Donc, il y a une partie qui c'est nature humaine, une partie qui est nature individuelle, et il y a évidemment aussi des facteurs de développement et d'apprentissage, comme les attitudes, les croyances. Tu sais, quand j'étais jeune, première année ou deuxième année, j'avais la varicelle, chickenpox. J'ai manqué l'école 2 jours, je crois. Et j'avais 49 ans, je crois, avant que j'ai manqué une journée de travail après ça. Parce que quand j'étais malade, ma mère disait « Ah, prends une aspirine, va-t'en à l'école. » Donc, j'allais tout le temps à l'école. On ne s'en faisait pas trop pour la santé. Peut-être pas assez. Parce que j'ai jamais manqué l'école et probablement j'ai donné ma fièvre à plein d'autres personnes. Ayant dit ça, je connaissais une jeune dame. Elle avait 2 petits-enfants préscolaires, déjà rendus à son 5e pédiatre, parce que 4 pédiatres l'ont flushé essentiellement, parce qu'elle allait à tous les semaines chez le médecin. Elle mesurait la température de sa fille plusieurs fois par jour. Comment vous pensez que cette fille va vivre sa santé dans l'avenir? Et c'est sûr qu'elle va avoir plus de tendance à s'inquiéter pour ça. Donc, c'est sûr que nos expériences, les messages de qu'est-ce qui est dangereux ou non, est importante. Mais suite à 11 septembre, soudainement, on a plus de peur de l'avion. Suite à l'écrasement du viaduc de la Concorde, on fait plus attention quand on traverse un viaduc, etc. C'est-à-dire que les expériences nous influencent. Les habitudes. Vous savez que les animaux sont nés
sans avoir peur d'être tout nu. Imaginez ça. Il n'y a pas d'un animal qui a peur de « Oh mon Dieu! » Les enfants non plus. Comment ça se fait que si on doit se déshabiller, peut-être que ce côté-là va se déshabiller. OK? On va faire un petit jeu. Serez-vous à l'aise? Comment ça se fait que vous n'êtes pas à l'aise? Vous n'étiez pas né avec cette peur. Mais le fait que tous les jours, on se couvre, on check le zip, on check les boutons, on va chez Walmart, on tire le rideau. Et quand ça ne ferme pas bien, on le tient. On essaye de tenir ça avec un pied. C'est-à-dire, chaque fois qu'on agit comme quelque chose est important, on commence à croire ça. Donc, on développe des habitudes et tout ça. Et il y a aussi des événements. Souvent, les gens vont chercher qu'est-ce qui m'est arrivé que j'ai cette peur. Ce traumatisme, peut-être c'est parce que j'ai perdu mon père au cancer, que je m'inquiète pour le cancer, et blablabla. Donc, écoute, ou un accident de voiture, j'ai eu peur de ça, donc je ne conduis pas. Des fois, il y a des événements importants. Je ne dis pas que les événements ne sont pas importants dans le développement d'une peur, mais généralement, si vous cherchez votre histoire, il n'y a pas vraiment un événement qui a créé ça. Donc, ça peut arriver ou ça peut augmenter une peur, mais généralement, c'est une façon de faire face à nos inconforts qui crée ça. Donc, j'ai déjà touché la peur d'avoir peur, mais j'aimerais juste parler de ça. C'est-à-dire que nos attitudes influencent également l'interprétation de nos réactions corporelles et qu'est-ce que ça signifie. Je vais expliquer ça. Donc, on retourne sur notre petit schéma. Il y a un danger réel, comme un ours, qui crée de l'anxiété. Donc, ça, c'est normal. Et ce qui est normal, c'est qu'on va répondre à ça. On va fuir, on va éviter, on va essayer de contrôler ça. Okay? Un danger imaginé. J'ai peur de l'ascenseur, j'ai peur de devenir fou, je vis de l'anxiété. Donc, j'évite encore, ou j'essaie de contrôler ma tête, contrôler mon esprit, mes pensées, tout le reste. Mais quand j'ai de l'anxiété, si j'ai la peur d'avoir une attaque de panique, mettons, donc j'ai de l'anxiété, je vis de l'anxiété, et ça me donne des... Quoi? Ça me donne des symptômes. Si j'ai peur de paniquer, la peur de paniquer me donne l'anxiété qui me donne de symptômes qui augmentent ma peur, etc. Donc, ça devient l'ours. Le corps réagit tout à fait normalement à un ours. Mais le corps réagit aussi normalement si j'ai peur d'avoir de l'anxiété. Au lieu de parler de diagnostic, je vais parler simplement d'un modèle plus simple de la peur, de l'anxiété. Essentiellement, l'anxiété est normale, mais l'anxiété exagérée est une peur qu'un mal arrive. Okay? Donc, essentiellement, tous les troubles anxieux, c'est une peur qu'un mal va arriver. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui peut arriver? Une menace. Quelle sorte de menace? Il y a des menaces physiques, menaces au corps, je vais mourir, ou je vais avoir une maladie, ou un de mes proches va être malade, etc. Donc, les gens qui ont peur de mourir, peur de crise cardiaque, peur d'étouffer, peur d'un cancer, n'importe quoi, toutes les hypochondriaques, eux autres, ils ont peur de mourir. Okay? Ou une menace physique. Et j'imagine que si vous avez peur d'être attaqué par quelqu'un, d'être violé, des choses comme ça, c'est une menace physique. C'est normal de ne pas vouloir mourir, n'est-ce pas? Donc, on pense à qu'est-ce qui peut m'arriver, puis on essaie de se protéger. Un autre type de menace, c'est une menace à l'esprit. Ça, c'est important parce que souvent les gens croient qu'ils vont craquer.
ils ne sont pas normaux. Des fois, même la dépression assez profonde, il y a différentes formes de dépression, mais des fois, la dépression est la peur d'être déprimé, ou la peur de ne pas être normal, la peur de gâcher la vie, etc. Mais souvent, quand on parle de ce type de peur, c'est la peur de devenir fou, de se ramasser au Douglas ou à Louis H, les anciens noms, ou de faire quelque chose contre notre gré. Les gens qui pensent qu'ils ne sont pas normaux, les gens qui pensent qu'ils vont blesser leurs enfants, les gens qui ont peur de leurs pensées. Je vous jure, là, tenez un bébé dans vos mains, délicat, un bébé est vulnérable. Donc, l'anxiété nous dit quoi? Hey, faites attention, là. L'anxiété nous dit ça. Et là, on a le bébé, puis on dit, mon Dieu, j'espère que je ne l'échappe pas. Donc, échappe. Là, on commence à presque imaginer qu'on va l'échapper. Donc, on fait plus attention. Mais là, on dit, mon Dieu, ça prendrait juste... Mon Dieu, pourquoi j'ai eu ces pensées-là? Est-ce que, subconsciemment, je veux blesser mon bébé? Oh mon Dieu, je suis pas normal. Et là, on ne parle pas de ça à personne. Et ça, c'est très, très commun. Et c'est tout à fait normal. C'est l'anxiété qui dit, faites attention. C'est pas l'anxiété qui dit, vous allez faire ça. Donc, souvent, les gens ont peur de perdre contrôle. La réalité, c'est pas qu'ils veulent le faire, c'est qu'ils veulent moins le faire. Quelqu'un qui est dangereux, c'est quelqu'un qui s'en fait pas. Okay? Un couteau très aiguisé. Si j'ai un couteau de chirurgical ou quelque chose dans ma main, là, je dis, mon Dieu, je peux me couper. Donc, je fais quoi? Je mets là. J'augmente le thermostat d'anxiété. Je peux même imaginer, mon Dieu, je peux me couper, là. Et on imagine le sang sortir. Je monte encore le thermostat d'anxiété. Mon Dieu, ça prendrait juste. Oh my God, pourquoi j'ai eu cette pensée-là? Et on essaie de ne pas la voir. Donc j'ai peur de mes pensées. Et qu'est-ce qui m'arrive? Quelle pensée? C'est celui-là. Oh mon Dieu, je ne veux pas avoir celui-là. Donc on est toujours en train de focusser là-dessus. On essaie de se contrôler. Et finalement, on a zéro vrai problème. Mais on a une peur d'un problème. Et là, on a peur de craquer, devenir fou, faire quelque chose affreux, et tout ça. Okay? Donc ça, c'est une autre grande catégorie de peur. Et la troisième, c'est menace à l'image. Comme je dis, les êtres humains ont besoin de trouver un autre être humain pour avoir des enfants avec. OK? Donc, il faut être accepté par les autres et tout ça. Alors, avoir l'air fou, être jugé, c'est peut-être la plus grande peur que nous avons. Il y a même un comédien, un humoriste qui a dit que il a vu une étude qui démontre que la peur numéro 1, la peur numéro 2 aux États-Unis, c'est la mort. Et la peur numéro 1, c'est de parler en public. Il dit, parler en public, c'est pire que la mort. Ça veut dire que si vous êtes au salon, au funérailles, vous préférez être dans le cercueil que de donner l'élogie. Alors, tous les anxiétés sociaux, les gens qui ont peur de trembler, rougir ou de dire une bêtise, des choses comme ça, ça, c'est ce peur-là. En effet, en effet, nous avons tous une peur comme ça, ou une combinaison de 2 ou 3 de ces peurs. Ça couvre pas mal tout le monde ici, si vous avez des troubles anxieux. En effet, c'est plus simple encore, c'est donc une peur commune. Il y a un mal qui peut arriver, un de ces types de mal-là, donc il faut le contrôler, sinon le mal va arriver. Donc, en effet, un trouble anxieux, c'est une peur de perdre contrôle par rapport à une menace. 8h30, on va prendre 10 minutes encore. Je vois où est-ce que je suis rendu dans mes diapositives. Je vais prendre mes lunettes. OK, pas super.
Bon, comment se manifestait l'anxiété? On évite les endroits qui suscitent l'anxiété, donc on essaie de se contrôler. Si j'ai peur de métro, j'évite le métro. Ou on évite les situations. Si j'ai peur de faire un discours, je vais vérifier le syllabus à l'université, puis je vais éviter les cours où je dois faire ça. Ou si j'ai peur de voyager, je vais éviter les jobs qui impliquent d'être vendeur de route. Donc, je ne vais pas traverser le pont, etc. Okay? On se concentre sur notre environnement et on essaie de contrôler certaines conditions. Par exemple, s'assurer qu'il y a des gens tout près, qu'il y a une sortie de secours. Donc, on va s'en au restaurant. On s'assure qu'on va aller là plus tôt pour qu'on puisse choisir la porte, la chaise, la table à côté de la porte de sortie. C'est-à-dire, on agit en fonction de nos peurs. Et si on réussit à la fin de la soirée, on dit, c'est grâce à ça. Mais là, le problème, c'est qu'on devient esclave à ça. On a besoin de contrôler l'environnement. Au lieu d'apprendre que non, c'est pas grave si on ne s'assoit pas à côté de la porte parce qu'on n'est pas en menace, on n'est pas vraiment en danger. Donc, on surveille constamment nos réactions, on essaie de contrôler notre corps, notre environnement, nos pensées. Un effort de contrôler des choses. L'anxiété ne se contrôle pas. Si je vous dis, je vous donne 1 million. 1 million, si quelqu'un ici réussit à s'endormir dans 10 minutes. OK? Allons-y, go. 10 minutes, OK. 1 million, c'est beaucoup. Il n'y a personne qui va être capable. Même si je dis rien, il y a des gens qui vont s'endormir. Mais si je vous offre 1 million, vous n'allez pas vous endormir. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas vous forcer d'endormir. Il faut que vous vous laissez vous endormir. C'est la même chose pour l'anxiété. On ne peut pas repousser l'anxiété, on doit laisser passer l'anxiété. Souvent, les gens disent, viens chez moi. Les autres, ils veulent un plan d'action pour gérer leur anxiété. Je vais vous donner une cuillère, vous allez sortir dehors, vous allez commencer à creuser un trou, 10 pieds 10 mètres de longueur, et 3 mètres de profondeur, et 2 mètres de largeur, ou 10 mètres de largeur. Et quand vous avez fini, vous n'aurez plus d'anxiété. Ah oui, allons-y. C'est pas ça que ça prend. Okay? Donc, il y a quelque chose d'important. Les gens anxieux, les gens déprimés, les gens en colère, les gens qui sont esclaves de leurs émotions, généralement, sont les gens qui ne sont pas capables de lâcher prise. J'ai nommé ça pensée absolue, perfectionnisme, blanc et noir, tout ou rien. C'est pas vraiment ça. Les gens qui veulent s'assurer que tout est beau. Les gens qui ne sont pas bien à vivre avec le doute, le risque. En effet, le TOC, le trouble obsessif-compulsif, est un problème de doute. Si j'obsède sur ma santé, c'est parce qu'il y a toujours une possibilité que je vais mourir. Je sors du médecin qui me dit « tout est beau ». Est-ce qu'il n'y a aucun doute maintenant? Non. Peut-être qu'il s'est trompé. Peut-être que j'ai quelque chose qu'il n'a pas mesuré. Ou j'ai oublié de mentionner telle chose. Oh mon Dieu, je dois retourner. Ah, va-t'en, il n'y a rien. Ah, OK. Ah, le médecin, peut-être, il ne m'a pas pris au sérieux. Ça finit pas, ça. On a fait des tests, monsieur. OK, c'est bien. Là, on entend une nouvelle que quelqu'un a eu une opération parce qu'il y a eu des mauvais tests. Les tests étaient mélangés. Il y a toujours un doute. Les gens qui ont de l'anxiété généralisée, eux autres, c'est l'incertitude, l'incapacité de gérer l'incertitude, parce que toujours des choses peuvent arriver. Voici comment deux constats que je dis à mes clients hypocondriaques. 2 constats. Une très rassurante, une moins rassurante. Le constat rassurant, c'est que vous allez probablement mourir une vieille madame ou un vieux monsieur. En toute probabilité, vous allez mourir vieux. C'est rassurant, n'est-ce pas? Un autre constat, mais possiblement vous allez mourir plus jeune. Et on ne peut rien faire
que d'accepter ces deux réalités. Probablement, vous allez vivre longtemps, possiblement, vous n'allez pas. Une est rassurante, l'autre n'est pas. Mais quand même, ça veut dire que généralement, on va tous vivre longtemps. C'est quand même assez bien. C'est pas aussi bien qu'on voudrait. Et quand on veut la perfection, quand on n'est pas capable de gérer un peu de doute, on devient esclave à tous les petits, les si, mais peut-être, etc. Mais tout le monde est capable de vivre ça. Les gens qui n'ont pas peur de conduire, ils peuvent mourir en allant chez eux. Mais on n'y pense pas parce qu'on conduit tellement souvent qu'à un moment donné, ça semble que c'est pas là. Même chose avec la vie. On vit, on doit quand même accepter qu'il y a un risque dans tout. On mange, on peut étouffer, mais probablement on va bien manger. Probablement on va arriver chez nous et probablement on va mourir vieux. Donc les gens qui sont des penseurs en absolu, eux autres ils deviennent beaucoup plus emprisonnés par la possibilité, mais peut-être si, peut-être qu'est-ce qui va m'arriver si. Donc vous vous reconnaissez là-dedans. Hein? Là, on va parler un peu de traitement. Voici un schéma. En effet, l'anxiété se manifeste en 4 façons. Il y a des manifestations. Si j'ai peur de l'ascenseur, j'ai des croyances, c'est-à-dire mes pensées qui disent « Oh mon Dieu, je peux être pris, je peux étouffer, l'ascenseur peut arrêter, etc. » J'ai des réactions physiques, je commence à avoir des sueurs, tremblements, etc. Donc, je vais peut-être prendre l'escalier. Je vais agir en conséquence. Et j'ai des manifestations émotionnelles, la peur. Moi, je mets la peur au milieu, c'est-à-dire que quand on a une peur, on a des réactions physiques, des pensées et des comportements congruents avec ça. C'est-à-dire, c'est 3 faces du même médaille, si vous voulez. 3 aspects de la même chose. Quand j'ai peur de quelque chose, la peur se manifeste avec des réactions physiques, avec des croyances, avec des comportements, et ils vont ensemble. Ça veut dire que si vous imaginez 3 balles, comme dans le modèle physique, ça n'est pas important, mais si vous pensez 3 balles attachées par une corde de bungee ou élastique, ça veut dire que quand vous tirez sur une balle, qu'est-ce qui arrive? La tension augmente. Vous prenez deuxièmement, vous les séparez, il y a moins de tension. Vous prenez 2 balles attachées par un élastique, la tension augmente. Et qu'est-ce qui va arriver? À un moment donné, soit une balle retourne là, ou celui-là s'en va là. C'est-à-dire que si je travaille mes pensées, je devrais avoir une influence sur les autres choses. Si je travaille mes réactions physiques ou mes émotions, je devrais avoir un impact sur mes comportements, etc. Donc, dans le traitement, on essaie de viser le plus possible de ces éléments-là. Pour le simplifier, on doit changer nos comportements pour ne pas agir comme c'est menaçant. Le plus que j'écoute mon corps, le plus que je renforce la peur. Rappelez-vous le cercle vicieux de ça. Apprenez à ne pas toujours réagir à vos émotions, c'est-à-dire d'apprendre à laisser passer naturellement l'émotion. Comme quand je dis, quand vous courez, quand vous avez peur, ça passe vite si vous n'avez pas peur de cette réaction. Et aussi d'examiner vos croyances, souvent des perceptions de danger. Les gens vont dire, oui, mais c'est parce que... La réalité, c'est que généralement, on a des perceptions exagérées. Mais on va commencer avec une question. Comme je dis, il y a 3 choses qu'on doit travailler. On doit travailler les façons d'agir, les comportements. On doit changer les perceptions que nous avons, nos croyances. Nous devrons apprendre à réagir différemment aux émotions et à la peur. Donc, commençons avec cet exemple-là. Comment devriez-vous réagir? Est-ce qu'on devrait écouter nos émotions? Bon, généralement, les gens croient que oui, mais ça dépend, n'est-ce pas? Vous êtes dans la forêt avec votre psychologue.
Vous allez face à un ours, que devriez-vous faire? Je vous donne 3 choix. Ok, un instant, il y a toujours des gens qui m'avancent. Choix numéro 1, commencer à courir vite, parce que, mon Dieu, c'est dangereux. B, c'est important, B, courir vers l'ours. Parce que tous les psychologues vous disent qu'il faut faire face à vos peurs. Ou troisièmement, je vous donne ça parce qu'évidemment, c'est naturel. Ce qui est naturel, c'est d'éviter et contrôler tout ce qui est anxiogène. Alors, en effet, il faut écouter les émotions quand elles sont en balance. Mais quand nous avons un problème d'anxiété, il faut faire quelque chose qui n'est pas du tout naturel. On dit aux gens, faites face à l'ascenseur, faites face à l'avion, faites face à un discours public, etc. Mais on ne dit pas aux gens d'aller vers l'ours. Donc, c'est l'enfer pour les gens. C'est difficile. Mais quand même, il faut apprendre à agir naturellement vers les vrais dangers et non naturellement vers des dangers imaginés. Parce que si on les traite pareil, les deux vont augmenter. Donc, pour diminuer la peur exagérée, il faut faire quelque chose de pas naturel. Voici l'évolution d'une peur. Il y a des peurs qu'on a eues déjà dans le passé qui sont diminuées. Monstre dans le garde-robe, on n'a plus peur du monstre dans le garde-robe. Par contre, quand les gens ont peur de voyager, des fois, ça s'empire. Et des fois, ça descend. Comment ça se fait que certaines peurs descendent, certaines peurs augmentent? Prenons l'exemple de l'ascenseur. Okay? Un enfant qui a peur, il va rentrer quand même comme ça, il tient la main de maman, puis avec le temps, on se calme, et avec le temps, on s'habitue, et la peur diminue. Ou maman nous dit, il n'y a pas de monstre en dessous du lit, viens, on va regarder ensemble. Ah, on est rassuré, graduellement, on continue à dormir, on continue à rester, on ferme la lumière, éventuellement, on s'habitue. Imaginez que vous allez dans l'ascenseur et vous n'êtes pas très à l'aise parce que vous avez un instinct plus fort que d'autres personnes, peut-être. Vous êtes dans l'ascenseur et, bon, ça va, mais un jour, vous vous trouvez dans l'ascenseur où c'est comme ça. Il y a plein de monde et soudainement, vous dites « Ah, j'haïs ça tellement! » Et là, on est au 4e étage, je m'en vais au 5e, la porte ouvre. Tiens, je vais débarquer, je vais marcher. Ouf, on sort de là, on prend l'escalier. Prochaine fois, on va continuer à prendre l'ascenseur, mais oh, moi, j'aime pas quand il y a trop de monde. À un moment donné, il y a encore beaucoup de monde, et on dit, hein, je pense que je vais peser le bouton, puis je vais débarquer plus tôt, et on marche le reste. À un moment donné, chaque fois qu'on prend l'escalier, on est mieux, et chaque fois qu'on prend l'ascenseur, c'est pas très plaisant. Qu'est-ce qui arrive à un moment donné? On est devant la porte, on attend l'ascenseur, puis il y a 4-5 personnes qui s'approchent, et tu sais qu'ils vont embarquer dans l'ascenseur. Tiens, je vais prendre l'escalier. En anticipant. Donc, ça commence souvent graduellement comme ça, et ça monte, ça monte, ça monte. Chaque fois qu'on évite, chaque fois qu'on contrôle, on se dit, on avait raison de l'éviter. On avait raison d'avoir peur. Le plus qu'on agit face aux peurs, comme c'est dangereux, le plus qu'on renforce l'idée que c'est dangereux, et ça s'empire, et ça s'empire. Okay? Donc, il faut changer les comportements. Il faut apprendre à faire face. Comme je dis, un ours, ça s'évite, mais il faut comprendre que des fois, c'est une fausse alarme. C'est quand même une alarme, mais est-ce qu'il faut écouter les fausses alarmes? Non. Donc, c'est une fausse alarme et il faut le traiter comme ça. On reste que c'est une fausse alarme. Donc, il faut faire face à vos peurs. En effet, c'est plus facile de le faire graduellement. L'ascenseur est un exemple très simple parce que si on est devant un ascenseur, j'ai peur, je peux vous amener, on peut décider d'écouter. On va laisser ouvrir la porte quand il n'y a personne et on ne va pas embarquer. Mais on va laisser la porte ouverte, on va peut-être bloquer la porte et on va simplement regarder en dedans.
Et peut-être, on va même se placer en dedans, mais avec la porte ouverte, et rester là pour quelques minutes, jusqu'à temps que vous êtes à l'aise, et là, on va débarquer, c'est tout. Peut-être quand vous êtes prête, on va aller ensemble. Est-ce qu'on laisse la porte fermée? On va laisser fermer la porte. Et on va monter un étage ensemble. On monte 2 étages ensemble. On monte encore la même chose et peut-être on va dire, écoutez, peut-être on va monter un étage ensemble, je vais débarquer, je vais monter l'escalier, je vais vous rejoindre au 2e étage. Et on fait ça. Ça ne prend pas longtemps, 1 heure, on fait ça, puis la personne est capable. Donc, des fois, c'est facile de gérer ça. Des fois, c'est plus compliqué quand c'est social, etc. Mais le fait, c'est qu'il faudrait apprendre à rester, faire face. L'anxiété va monter et l'anxiété va descendre. Si ça monte et vous quittez, ça va être pire la prochaine fois. Si ça commence à descendre, ça va être mieux la prochaine fois. Et ça, c'est très important. Un principe à vous rappeler, c'est que si vous quittez pendant que l'anxiété monte, ça va être plus difficile la prochaine fois. Si vous réussissez à rester jusqu'à temps que ça commence à passer, c'est mieux. J'avais une madame qui, donc, ne quittez pas pendant que l'anxiété monte. Il y avait une madame, j'étais dans le centre d'achat avec elle, on commence à rentrer. Elle est bien, on avance, on est bien, on avance, on est presque au milieu du centre d'achat, puis elle dit « Ah, j'aime pas ça, je veux m'en aller. » Elle se vire, puis elle veut s'en aller. J'ai dit « OK, on va marcher ensemble. » Elle commence à marcher vers la porte. Je dis « Est-ce que ça va mieux maintenant? » Elle dit « Oui. » Parce qu'on commence à sortir. Je dis « Est-ce qu'on peut s'asseoir ici alors? » Donc, on s'assoit là. Là, après quelques minutes, j'ai dit, est-ce qu'on peut peut-être aller s'asseoir sur l'autre banc? On se lève, puis on s'assoit sur l'autre banc. Là, elle est calme. Est-ce qu'on peut juste se mettre à côté du poteau ici? On se lève, on se met à côté du poteau, elle est là. Je dis, saviez-vous que c'est ici que vous avez eu votre réaction? Ah, c'est vrai. Et là, ça va bien? Oui. OK, maintenant, on peut s'en aller. Okay. C'est-à-dire qu'elle n'était pas capable de faire ça. OK, soit on reste et on se calme, ou sinon, on commence à aller vers ça, mais on arrête là. Et quand on est mieux, là, on peut s'en aller. Si j'étais pas là, la madame aurait dit, ah, j'en peux pas, puis elle s'en va chez elle, et elle ne retourne jamais au centre d'achat. Donc, des fois, ça marche. Il y a des fois, vous manquez, des fois, vous allez reculer trop vite. C'est pas grave, recommencez, faites des étapes comme ça, ça va marcher. Okay. J'avais une madame qui, la dernière étape ici, attention au passé. J'avais une madame que je voyais, une de mes premières clientes. Elle avait des attaques de panique dans le métro. Donc, j'ai planifié avec elle de prendre le métro. On va aller ensemble, on va s'asseoir ensemble, on va éventuellement s'asseoir plus à part, etc. Et qu'est-ce qui arrive? J'évalue la madame, elle me dit qu'elle prend le métro chaque jour, chaque matin, pour aller travailler. Elle prend le métro chaque soir pour aller chez elle. Elle fait ça 5 fois par jour. Ça fait 5 ans qu'elle fait ça. Puis elle panique tous les fois. Et mon plan de traitement, je vais l'amener en métro. Comment ça se fait que la madame prenait le métro tellement souvent, elle faisait face à ses peurs, mais elle n'apprenait rien? Comment ça se fait, croyez-vous? Parce que la madame était convaincue que le stress va lui donner une crise cardiaque et que c'est une question de temps. Elle n'est pas décidée aujourd'hui, mais peut-être demain. Donc, chaque jour, elle est chanceuse. Ouf, c'est pas arrivé maintenant. Mais ça va arriver éventuellement. Dans ce cas-là, ce n'est pas juste les comportements qui doivent changer, c'est les croyances. La raison que je vous parle de ça, c'est parce que pour elle, elle voyait ça comme un jeu de roulette russe. Il y a une balle, éventuellement, elle va mourir. On peut être chanceux, mais c'est une question de temps. Okay? Donc,
comme je dis, c'est pas juste les comportements, c'est la façon aussi de penser. Donc, il faudrait aussi changer les croyances. Donc, si quelque chose est dangereux, il faut l'éviter. Mais pensez à ça. Okay? Vous êtes au zoo et vous voyez qu'une porte est ouverte, il y a un cage de lion où la porte est ouverte. Là, vous voyez un jeune qui s'approche devant la porte, vous allez faire quoi? Hey, faites attention, la porte est ouverte. C'est-à-dire que si vous percevez un danger, vous allez aussi le voir pour les autres. C'est dangereux pour tout le monde. Si vous avez peur d'un ascenseur, et vous voyez un collègue qui s'en va dans l'ascenseur, allez-vous le protéger? Non, non, embarquez pas, c'est dangereux. Parce que vous savez que ce n'est pas vraiment dangereux. C'est dangereux pour vous, mais pas pour eux. Et ça, c'est important, parce que l'anxiété et la logique ne devraient pas dire des choses différentes. La logique, si un ours est dangereux, quand on est face à l'ours, quand on est dans le chalet et calme, oui, c'était dangereux ça. C'est-à-dire, les perceptions ne changent pas. La différence entre l'émotion et la logique, c'est l'émotion le dit avec plus de punch. Mais les deux disent la même chose. Quand l'anxiété dit des choses que la logique ne dit pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là. Donc, il faudrait écouter la logique dans ce cas-là. Donc, si ce n'est pas vraiment dangereux pour les autres, ce n'est pas dangereux pour vous non plus. Des fois, dans l'ascenseur, oui, mais je vais être misérable. Mais ce n'est pas dangereux, c'est inconfortable. Si c'est inconfortable, restez avec, ça va passer, vous allez devenir à l'aise avec. Donc, n'agissez pas comme c'est quelque chose de dangereux. Préférez-vous d'avoir le cancer ou la peur du cancer? Qui préfère d'avoir le cancer? Qui préfère d'avoir la peur? Quand vous voyez ça de l'extérieur, c'est simple. Une, c'est une vraie maladie. L'autre, c'est juste une peur. C'est pas réel. Mais si vous avez la peur du cancer, si vous croyez que vous avez le cancer, est-ce que vous ne souffrez pas? En effet, des fois, on souffre plus que les gens qui ont le cancer parce que, écoutez, ça peut être très grave, mais dans certains cas, non, parce que ce n'est pas une maladie, c'est différentes maladies. Mais la personne qui imagine, elle, c'est juste le pire scénario qu'elle a dans sa tête. Okay? Mais, comme je dis, de l'extérieur, on est capable de voir que c'est juste une peur, c'est pas réel. Donc, l'anxiété demeure une peur de quelque chose, pas la chose même. La peur de la folie, c'est pas la folie. La peur d'une crise cardiaque, c'est pas une crise cardiaque. Okay? Donc, j'avais quelqu'un qui dit, oh mon Dieu, elle croit qu'elle a le cancer. Je dis, non, non, vous avez la peur du cancer. Jusqu'à temps que c'est confirmé, vous avez juste la peur. Okay? Donc, tout est possible, mais probablement, ce n'est pas le cas. Quand vous montez un escalier, là, votre corps réagit, vous n'avez pas peur de ça. La madame, avec le jeu de roulette russe, je lui demandais de mesurer son pouls dans le métro. C'était 75. Elle vient à mon bureau, je lui demande de monter l'escalier, descendre, monter, descendre, monter, descendre. J'ai réussi à monter son rythme cardiaque à 100. Elle mesure, c'est 100. Êtes-vous inquiète? Non. Pas du tout, parce que c'est normal. Oui, c'est normal, et c'est pas dangereux. Et à 70, c'est normal, et c'est pas dangereux non plus. C'est inconfortable parce que vous interprétez ça comme quelque chose de grave, que mon cœur va me laisser. Ça va pas durer, le stress va me tuer. Non, le stress va pas vous tuer. Monter un escalier prend plus d'efforts physiques qu'une attaque de panique, probablement. Et vous n'avez pas peur de ça. Il y a un monsieur ici, il s'en va dans un cinéma, la salle est pleine, il n'y a plus de place pour personne. Il doit s'asseoir en avant. Il est avec son cousin, assis en avant, une salle, un théâtre plein de monde. Il commence à être mal, il commence à avoir des palpitations, puis il dit, oh mon Dieu, je pense que je suis en train de vivre une crise cardiaque. Donc qu'est-ce qui arrive? Il commence à freaker.
Il dit à son cousin, il faut que tu m'amènes à l'urgence, je pense que je suis en train de vivre une crise cardiaque. Le cousin dit, mais je suis stationné à 5 coins de rue. Il dit, pas grave, on va partir en courant. Donc, il part en courant, 5 coins de rue, en urgence, pour aller à la salle d'urgence. Il est dans le siège du passager, il y a du trafic, donc il baisse sa fenêtre, il commence à crier « Tassez-vous, il y a quelqu'un dans l'auto en train de vivre une crise cardiaque, tassez-vous, tassez-vous! » C'est le monsieur même qui vivait une crise cardiaque. Donc, au moment donné, la question « Est-ce que je suis en santé? » doit être examinée. Est-ce qu'il y a vraiment une raison de s'inquiéter pour ça? Donc, si quelque chose ne présente aucune menace, ce n'est pas important si vous ne pouvez pas le contrôler. C'est-à-dire que si mes pensées ne sont pas dangereuses, ce n'est pas grave si je ne peux pas les contrôler. Il nous reste 10 minutes, je vais essayer de vous raconter ça parce que c'est quand même un exemple important. Si vous venez visiter quelqu'un au 5e étage, et la personne sort et vous regardez et vous trébuchez, vous tombez et là vous sauvez, vous poussez sur la fenêtre sort et là vous tombez dehors et vous prenez avec les bouts de vos doigts sur le rebord de la fenêtre. Vous êtes au 5e étage. Le bout de vos doigts vous tient. Qu'est-ce qui arrive si vous n'êtes pas capable de vous remonter? Vous allez mourir. Donc, vous êtes en panique totale. Imaginez que vous essayez de vous monter et vous n'avez pas la force. Là, vraiment, vous êtes fait, n'est-ce pas? C'est-à-dire que votre vie dépend sur quelque chose que vous n'avez pas. Vous avez besoin de la force de vous retirer et vous n'avez pas cette force, vous avez essayé, vous essayez une autre fois, vous n'êtes pas capable. Donc, qui ne serait pas en panique totale? Imaginez maintenant que vous tombez 2 pouces parce que le 4e étage était plus large que le 5e étage. OK? Dans ce cas-là, il n'avait aucun danger, mais vous avez pensé que votre vie dépendait sur quelque chose que vous n'avez pas. Donc, vous étiez en menace. La réalité, c'est que vous n'étiez jamais en danger. C'est la même chose avec l'anxiété. Je ne réussis pas à contrôler mon cœur, ce n'est pas parce que vous êtes en danger. Donc, ce n'est pas grave si vous ne pouvez pas vous calmer. C'est la même chose pour vos pensées. Quelqu'un qui dit « mes pensées » veut dire que je vais blesser mon enfant, donc j'essaie de contrôler mes pensées et on ne réussit pas, donc ça veut dire que mes pensées sont plus fortes que moi. En effet, vous n'avez aucun besoin de contrôler ça. C'est naturel, ça passe, si on ne s'en fait pas. Donc, c'est pas grave si vous n'avez pas le contrôle. Donc, la peur de perdre le contrôle par rapport à quelque chose nourrit l'anxiété et de réaliser que si vous n'avez pas besoin le contrôle, c'est pas grave que vous ne l'avez pas. Finalement, je vais juste vous donner ça comme exemple. Le corps, quand vous montez l'escalier, vous faites quoi? Vous faites rien, ça passe. Le corps réagit aux efforts physiques et le corps se calme tout seul. Si je mesure mon pouls, 75, 70, 79, comment ça se fait que c'est plus élevé? 60, 80, ça monte. 90, oh mon Dieu, ça monte. On panique, n'est-ce pas? Si je moniteur mon cœur tous les jours, toute la journée sans regarder, et à la fin de la journée, j'imprime ça, j'ai 75, 70, 78, 75, etc., je ne m'en fais pas. Mais au début, c'était les mêmes chiffres. Alors, si je regarde chaque variation, je vais paniquer. Le monsieur, là, qui avait la crise cardiaque, tu sais qu'est-ce qu'il fait tous les jours? Il check son pouls. Il check son pouls constamment. Pourquoi? Il veut savoir s'il est encore vivant. Hein? Donc, sont quoi les possibilités?
soit le pouls est arrêté, mais là, il ne serait pas là pour mesurer. Donc, on va oublier cette possibilité-là. Il reste deux possibilités. C'est normal ou c'est élevé. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui arrive s'il check son pouls et c'est élevé? Il va paniquer. Là, son pouls va augmenter. Oh mon Dieu, ça augmente. Panique totale. C'est quoi l'autre possibilité? C'est normal. Je dis, saviez-vous que ça, c'est pire? Parce que quand c'est normal, il est soulagé. Puis maintenant? OK. Puis maintenant? Une question de temps avant que c'est élevé, n'est-ce pas? Donc, là, c'est pas normal. Oh mon Dieu, et là, il panique. Donc, je dis, en vérifiant ton pouls, soit tu paniques immédiatement ou éventuellement. Il n'y a pas d'autre choix. Et je vous raconte ça parce qu'on est toujours en train de surveiller, et quand on surveille, on va s'apercevoir éventuellement de quelque chose, une variation tout à fait normale. Et là, le fait d'avoir essayé de se rassurer, là, c'est pas normal, donc on commence à paniquer. Alors, laissez vos corps réagir, ça se calme tout seul, sans rien faire, vous n'avez pas besoin d'intervenir, point final. OK? Alors, je vais vous laisser avec un couple d'exemples que j'aime beaucoup. Le monsieur qui a une attaque de panique dans une classe. Chaque fois, il y a des attaques de panique dans une classe, il y a de l'anxiété sociale, il doit se lever, il doit partir, donc il n'est plus capable d'étudier. Je le vois durant l'été, il recommence ses cours en septembre et il prend un cours de sexualité humaine. Donc là, il est mieux, il est prêt à commencer, il prend ce cours de sexualité. Première leçon, c'est quoi? L'anatomie. Donc, on commence avec une diapositive avec les organes génitaux masculins, avec tous les noms latins, les flèches, et blablabla. Donc, OK, ça passe. Prochaine diapositive, clic. Organes sexuels féminins. Il dit, oh mon Dieu, ça avait l'air d'une grande caverne humide. It's a giant wet cave. Et là, le monsieur dit, oh mon Dieu, là, il ne faut pas paniquer maintenant. Parce que si je panique maintenant, les gens vont croire que c'est à cause du fait que je suis mal à l'aise avec le vagin. Donc, il ne faudrait pas paniquer. Et qu'est-ce qui s'est arrivé? Il a paniqué là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il a mis le maximum d'efforts à ne pas paniquer. Comment ça se fait que nous paniquons seulement dans les situations où nous ne devrons pas paniquer? Où nous mettons le plus d'efforts, nous paniquons, et nous paniquons jamais quand c'est pas grave si on panique. Vous savez, j'ai traité des centaines, sinon des milliers de gens avec des troubles paniques. Chacun a eu des centaines, sinon 1000 attaques de panique chaque. Ça veut dire plus qu'1 million de paniques. Et je n'ai jamais réussi à convaincre quelqu'un de paniquer dans la chaise devant moi. Allez-y, paniquez. Ils ne sont pas capables. Pourquoi pas? Parce que ce n'est pas grave s'ils paniquent. Donc, le plus qu'on dit « il ne faudrait pas », le plus qu'on est vulnérable, le plus qu'on dit « c'est pas grave », le moins on va paniquer. Les gens qui disent, après une rencontre, ils ont tout compris, c'est bien, j'ai pu paniquer, oh mon Dieu, j'ai plus de problème. Les autres, je vous garantis, ils vont paniquer, ils vont faire une grosse rechute. Les gens qui disent, c'est pas grave si je panique, ils ne vont jamais paniquer. Donc, il faudrait être capable d'accepter un peu d'anxiété. Je vous jure, là, l'anxiété, c'est seulement 5% de l'anxiété et 95% la peur de l'anxiété. Donc, il ne faudrait pas accepter l'enfer du 95%. Accepter le 5%, puis le 95% ne vient pas. Quand j'ai commencé à faire des discours, j'étais jamais capable de prendre un verre d'eau, parce que ma main tremblait. Je prenais le verre, ma main tremblait, je disais, oh mon Dieu, il ne faudrait pas être anxieux devant. Je suis l'expert d'anxiété. Donc, je voulais le prendre, mais mon Dieu, ma main tremblait. Ça tremblait beaucoup. Pourquoi? Parce que
j'avais peur d'être anxieux devant tout le monde. Un jour, je dis, je vais prendre le verre, on va voir qu'est-ce que ça va faire. Ma main va peut-être trembler parce que je suis stressé devant vous, comme vous serez tous aussi dans ma place. Alors, je dis, on va voir. Et j'ai pris le verre et je n'ai pas du tout tremblé. Pourquoi? Parce que je me suis donné la permission d'être anxieux. Donc, un peu d'anxiété, c'est normal, mais je n'avais pas peur d'être anxieux devant tout le monde. Si j'ai peur d'être anxieux devant tout le monde, j'ajoute la peur d'avoir peur. Un petit stress, un peu de tremblement. Mon Dieu, ça va se voir, un gros stress. Je vais paraître ridicule devant tout le monde. Donc, la peur d'avoir peur, le plus qu'on avoue, le plus qu'on accepte qu'on peut être anxieux, le plus qu'on normalise ça, le moins qu'on va s'en faire pour ça. Alors, juste faites face à vos peurs, mais comme je dis de la bonne façon, restez jusqu'à temps que ça passe. Quand vous êtes anxieux, n'essayez pas d'analyser, vous n'êtes pas capable. Attendez que vous êtes plus calme avant d'y penser. Dans une panique, comment est-ce qu'on gère ça? On ne prend pas de grandes respirations, on va faire de l'hyperventilation. Faites rien, le corps se rétablit tout seul. Ne faites-vous-en pas de ça, ça va passer vite. Quand vous êtes plus calme, là, pensez-y. Là, est-ce que j'ai vraiment des problèmes? J'ai déjà vu le médecin, j'ai déjà eu ça. Mon cœur bat fort quand je fais de l'exercice, je ne m'en fais pas. Pourquoi je m'en fais pour ça? Donc, faites confiance à votre corps et à votre cerveau. On est tous pas mal normal. Il y a des gens qui réagissent un peu plus que d'autres, mais c'est tout, c'est rien. Okay? Il y a des gens qui sont plus grands que d'autres, il y a des gens qui réagissent plus fort que d'autres. Ne craignez pas la perte de contrôle si celui n'est pas nécessaire. C'est-à-dire, c'est pas grave si vous n'êtes pas en contrôle complètement de votre corps ou de vos pensées. Vous n'avez pas besoin parce qu'il n'y a aucun danger. Et finalement, la peur demeure une peur de quelque chose et non pas la chose même. Point final. La peur de la folie, c'est pas la folie. La peur d'une maladie, c'est pas une maladie. Et la peur d'avoir l'air fou ne veut pas dire que vous allez avoir l'air fou. Bon. Voilà, 9h30. Et il faut absolument quitter. Est-ce qu'on peut prendre 5 minutes de questions? T'es sûr? OK. Pourquoi c'est ça qui décide? Vous m'avez dit qu'il faudrait libérer la salle à 9h30. Moi, je n'ai pas parlé de ça. Qui a dit ça? Louise? Ça. OK. Donc, dans ce cas-là, on peut rester. On vient juste de reprendre à 9h. OK. Juste avant qu'on commence la période de questions, ça, c'est l'info site santé mentale au Douglas. Si vous cliquez sur A, vous allez avoir de l'information sur l'anxiété, anorexie, Alzheimer's, etc., des vidéos, des écrits et tout le reste. Et ça s'applique sur... Il y a tout un ordre liste alphabétique. J'hésite de mettre mon site web parce que j'ai pas de place de prendre des gens. Et ça, c'est mon blog, mais ça va probablement changer parce que on est en train de fusionner avec d'autres instituts, donc j'ai aucune idée de ce qui va arriver avec tout ça. Mais on a du temps, on a quelques minutes pour quelques questions. Je sais que j'ai beaucoup parlé, oui. Bon, vous recommandez beaucoup d'attendre que les crises de panique passent, de travailler sur nos pensées, tout ça. Quelle est votre position sur l'utilisation des médicaments? OK. Bonne question, parce que c'est toujours la première question, et quand les gens ne posent pas la question, je vais leur répondre quand même. OK? Je suis ni pour ni contre les médicaments. Les médicaments, c'est un bon traitement, une option importante. Il y a différents types de médicaments, par contre. Il y a des gens qui s'auto-médicamentent avec l'alcool. C'est une forme d'évitement. Les tranquillisants, généralement, c'est comme une forme d'évitement aussi. OK? Il y a quand même des fois qu'on peut les utiliser pour des stress à court terme. Mettons, je m'en vais en cours dans une semaine. Ou si je prends un avion à tous les années ou deux, pas grave si je prends une pilule pour me calmer. Mais si je dois le faire à tous les semaines et je commence à
dépendre sur l'alcool ou sur des médicaments. Là, ça devient une forme d'évitement. Puis, au lieu d'apprendre que c'est pas dangereux, j'apprends que j'ai besoin de quelque chose. Ayant dit ça, les antidépresseurs sont très efficaces. Parce qu'un antidépresseur n'agit pas immédiatement. Un antidépresseur nous aide à lâcher prise. Okay? Donc, on s'en fait un peu moins. Toutes les émotions sont un peu atténuées. Moins de colère, moins de déprime, moins d'anxiété. Donc, un antidépresseur peut être très aidant pour un trouble anxieux. Ayant dit ça, le problème avec les médicaments, c'est que tout le monde est différent. Il y a des gens pour qui ça donne absolument rien. Il y a des gens pour qui c'est vraiment miraculeux. Et il y a des gens pour qui ça aide un petit peu. Et tant que vous n'essayez pas, difficile de savoir si ça va vous aider. Par contre, généralement, on recommande, pour des cas légers à modérés, un traitement psychologique avant tout. Si, après ça, ça n'aide pas assez, et vous voulez peut-être, là, vous êtes vraiment un plateau et vous avancez pas assez, là, on recommande qu'on ajoute un essai de médicaments. Dans les cas où c'est plus sévère, modéré à sévère, quelqu'un qui ne peut pas travailler ou qui arrête de travailler, qui est en crise totale, on va souvent recommander les deux en même temps. Okay? Donc, ça demeure un traitement important à considérer. Malheureusement, il y a des gens qui n'aiment pas ça, l'idée. Et pour la thérapie, il y a des gens qui n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas trouver quelqu'un, c'est pas facilement disponible. Donc, des fois, les choix sont faits plutôt par rapport à nos préférences qu'aux indices cliniques. Mais généralement, les traitements psychologiques que j'ai décrits sont très efficaces, sont bien prouvés. Alors, c'est soit ça ou médicaments. Et si c'est plus sévère, peut-être les deux en même temps. Okay? Oui. Qu'est-ce que vous pensez du principe de la porte aux normes dans le système de santé? C'est-à-dire que quand on rentre avec une crise de panique ou parce qu'on fait de l'anxiété hors de proportion, c'est comme une porte aux normes. On rentre, on sort. Il n'y a pas de prise en charge réelle. Comme vous dites, pas tout le monde qui a les moyens de payer ou de trouver. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, là, ils ont commencé à faire des annonces à TV. Est-ce que vous pensez que le gouvernement est en train de prendre une prise de conscience ou si on dit que c'est une personne sur 5 qui fait de l'anxiété à un moment donné? Oui, une très, très bonne question. Écoutez, la réalité, c'est que quand on va à l'hôpital, généralement, ils vont évaluer, ils vont vous recommander des médicaments, puis c'est tout. Ils vont vous dire d'aller consulter, mais c'est presque seulement disponible en privé, et même en privé, c'est pas facilement trouvable. Parce qu'il y a des gens qui sont... moi-même, j'ai une liste d'attente, malheureusement. C'est pour cette raison qu'on donne ces conférences. C'est pour cette raison qu'on a des groupes d'entraide. Parce que si on fait le calcul, à peu près... Quand on inclut dépression là-dedans, dépression, anxiété, combien de gens qui vont avoir ça dans leur vie? 1 sur 4, 1 sur 5. Faisons le calcul. C'est dans cette pièce, beaucoup de gens. Et si tout le monde devrait consulter, il n'y en a pas assez de professionnels. On ne peut même pas les former. On a besoin aussi des médecins, des infirmières, des ingénieurs. On a besoin des cuisiniers. On a besoin de tous. Donc, on ne peut jamais avoir assez de professionnels pour tout répondre individuellement à toutes les personnes qui ont ça. C'est pour cette raison que comprendre, de partager des informations, de faire des groupes d'entraide, faire des conférences, j'espère que ce sont des choses qu'on peut offrir pour peut-être réduire un peu ou que les gens ne se voient pas si anormal, que les gens se comprennent. Parce que, en effet, les troubles d'anxiété, c'est souvent dans notre façon de se voir. Si on réalise qu'on n'est pas seul, si on réalise que tout le monde a ça, une madame, dans ma chaise, devant moi, commence à pleurer au début de la séance. 40 minutes après, elle continue à pleurer. Là, je dis, j'imagine qu'il y a quelque chose que tu as pensé qui te dérange. Elle était une jeune mère, donc j'ai dit, est-ce que peut-être tu as une pensée de blesser ton enfant? Là, elle commence à crier. Donc, j'ai réussi à lui dire, est-ce que vous connaissez d'autres mères? Elle était enseignante. J'ai dit, est-ce qu'il y en a d'autres mères
que tu connais, elle faisait une partie d'un groupe, je crois, ici. Puis elle me dit, ouais, c'est vrai, en effet, quelqu'un m'avait dit qu'ils ont ça aussi. As-tu partagé ça avec ton mari? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est ce qui arrive après 3 jours de ne pas dormir. Tu vas étrangler ton enfant. OK? Donc, il a tout à fait banalisé ça. Et il a vu ça chez les autres. Mais si on croit que c'est un indice qu'on est méchant, là, oh mon Dieu, et là, il faudrait essayer de cette pensée-là. Ça s'en vient. Donc, je vous raconte ça parce que il faut que vous saviez que c'est des choses qu'on peut avoir. C'est pas le désir de blesser quelqu'un, c'est la peur de blesser quelqu'un. C'est à l'autre extrême de risque. Quand on conduit, on peut dire, on va avoir le flash qui dit, mon Dieu, je dois faire juste ça et je vais rentrer dans l'autre voiture qui s'en vient vers moi. Puis, ça veut dire quoi, ça? Qu'on veut le faire? Non. Ça veut dire simplement qu'on a une pensée. Donc, on n'a pas besoin de contrôler ce qui vient dans notre tête, parce qu'une pensée, ce n'est pas un désir. Ça, c'est très important. Et si vous avez ces pensées-là, libérez-vous de ça, c'est pas grave, acceptez-les. Okay? De temps en temps, je me réveille le milieu de la nuit avec un flash d'un accident de vélo. Parce que je fais beaucoup de vélo, et de temps en temps, j'imagine tomber de la route, rentrer dans une fossé, n'importe quoi. Pourquoi j'ai ça? Pas parce que je veux le faire, parce que mon anxiété me dit « fais attention ». Et l'anxiété dit « fais attention » avec des images importantes. Mais une image, ce n'est pas une réalité. Les gens anxieux ont beaucoup de misère à séparer une anxiété et une réalité. Par exemple, imagine que j'ai la pensée, imagine que je perde mon enfant. OK? Pensez-vous que de dire ça, ça ne me fait rien? Pensez-vous, parce que je peux le dire, que si ça m'arrive, c'est pas grave? Ça serait l'enfer. Il n'y a pas de technique psychologique pour ça. L'enfer, c'est l'enfer. Okay? Mais je peux le dire sans devoir réagir parce que c'est juste une pensée. Contempler quelque chose, ce n'est pas la chose. Mais des gens anxieux, imaginent, oh mon Dieu, si je perds mon enfant, c'est comme c'est réel, donc ils doivent vérifier. Ils checkent leur téléphone, est-ce qu'ils sont là? La personne répond, oh, soulagé. Imagine le scénario suivant. Vous avez peur de perdre votre enfant, donc vous leur donnez votre téléphone, vous dites, à toutes les heures, pile, je vais vous appeler. Répondez, ça va me soulager. Okay. Parce qu'il ne peut pas mourir durant les 59 minutes entre les 60 minutes. Donc on appelle, oui, je suis encore là. Ah, on est soulagé. 1 heure après, c'est là, oui, ah, on est soulagé. Qu'est-ce qui va arriver si la personne ne répond pas? Soudainement, vous allez freaker. Donc, vos efforts de trop contrôler vous rendent esclave à ça. À un moment donné, pensez quelque chose, une anxiété demeure une anxiété. Ce n'est pas réel. Mais ça ne veut pas dire que les choses réelles n'arrivent pas. Les tragédies arrivent aux gens anxieux et aux gens qui ne sont pas anxieux. Alors, malheureusement, on ne peut rien faire pour ça. Sauf qu'il faut quand même garder la perspective que même si quelque chose est possible, ce n'est pas probable. Mais le problème, c'est que la possibilité vient chercher les gens anxieux. Alors, moi, je ne dis pas que ce n'est pas grave si je perds un enfant. Je ne dis pas que ce n'est pas grave si j'ai un cancer. Je sais que c'est grave. Mais d'y penser ne veut pas dire que c'est réel. Alors, les gens en général sont capables de séparer ces deux. Les gens anxieux ont tendance de fuser les deux. Et donc, l'imagination devient réelle et donc quelque chose qui les pousse à agir. Quand on agit pour se soulager, on rentre dans le cercle vicieux de renforcer les peurs.
Ça va? All right. Merci tout le monde. Merci à Phobie Zero, comme toujours. Une excellente organisation.